Cette pierre est la clé qui a permis de résoudre un mystère vieux de plusieurs milliers d'années. Il paraissait impossible de la déchiffrer jusqu'à ce qu'un homme consacre sa vie à décoder le message crypté. À Londres, le British Museum présente de nombreux objets remarquables de l'Égypte ancienne, parmi lesquels des momies datant de 3000 ans et des statues monumentales dédiées au grand pharaon. Mais il est un objet encore plus important que tout cela. À l'entrée des collections égyptiennes se trouve une grande table de pierre. On pourrait l'ignorer si elle n'était particulièrement mise en valeur. On la connaît sous le nom de pierre de Rosette. C'est un des plus grands trésors de tous les temps. Qu'est-ce que la pierre de Rosette et en quoi une simple pierre a-t-elle transformé notre connaissance du passé? Pendant 2000 ans, l'histoire de l'Égypte antique a été ensevelie sous les sables du temps. Voyageurs et érudits étaient conscients de l'existence de populations mystérieuses dont ils ignoraient tout. Qui étaient les hommes qui avaient élevé ces pyramides aussi hautes que des montagnes? À quel dieu étaient consacrés ces temples immenses, aussi vastes que des villes? Et pourquoi enfouissaient-ils à côté de leurs morts ces fabuleux trésors? Les explorateurs de cet ancien monde découvrent un peu partout d'étranges représentations. Ce sont les Grecs qui ont nommé hiéroglyphes cette écriture mystique qui couvre les murs des temples, des édifices, des tombes, d'étranges animaux, de têtes humaines et de figures inconnues. Certaines images représentent des Égyptiens faisant des offrandes à des dieux à tête d'animaux. Sur les linceuls et sur les cercueils, on retrouve cette même écriture sacrée. Mais que disent ces étranges inscriptions? Les Égyptiens exerçaient-ils une médecine magique, une magie noire? Possédaient-ils de puissantes armes inconnues? Ces signes peuvent-ils apporter des réponses aux mystères de la Bible? Il fallait trouver une clé. On découvrait l'Égypte ancienne et on ne faisait qu'entrevoir la signification de ces tablettes énigmatiques. Déjà à l'époque du Christ, on considérait les anciens Égyptiens comme des légendes d'un passé lointain. Les historiens ne pouvaient qu'imaginer ce que pouvait être cette puissante civilisation. Les siècles passèrent. L'Europe connut la Renaissance et l'Égypte demeurait dans le silence, attendant de renaître elle aussi. Celui qui va l'éveiller de son sommeil est un des hommes les plus puissants de tous les temps. Son intérêt pour la guerre se mêlait à une passion pour l'histoire. À la fin du XVIIIe siècle, les Français et les Britanniques se disputent la domination du monde. En 1798, Napoléon décide d'envahir l'Égypte. Le pays qui sera maître de ce carrefour entre l'Europe et l'Asie contrôlera le commerce et deviendra le plus puissant du monde. À ce moment-là, Napoléon a 29 ans. Il est devenu une légende dans l'armée française. Ses victoires en Italie sur les forces autrichiennes ont impressionné le reste de l'Europe. Son sens de l'histoire et de son destin personnel vont l'amener à considérer l'Égypte comme son prochain objectif. Le 1er juillet 1798, l'armée de Napoléon arrive dans le port d'Alexandrie. À côté des 38 000 soldats, on compte 167 érudits parmi les meilleurs que compte la France. Il est très rare que des expéditions militaires soient liées à des recherches universitaires. Quel est le projet de Napoléon? Pourquoi est-il ainsi fasciné par l'Égypte antique? Pense-t-il, comme Alexandre le Grand, que son projet de conquérir le monde passe par l'annexion de l'Égypte?
Napoléon, mégalomaniaque, voyait en l'Égypte plus qu'une simple pierre angulaire de son futur empire. Il en connaissait les légendes, l'ancienne puissance et l'histoire. C'était le pays des pharaons, dont les souverains étaient tenus pour des dieux par leurs sujets. Ils avaient régné pendant 2000 ans sur la plus grande civilisation du monde. Napoléon était bien décidé à percer leurs secrets. Comme Jules César, il pensait pouvoir gagner le cœur et l'esprit du peuple. Se voyait-il déjà le prochain pharaon? En tant que membre de l'Institut français d'égyptologie, Napoléon avait personnellement sélectionné les savants qui participaient à cette force expéditionnaire. Tandis que l'armée française remonte le Nil et écrase toute opposition sur son passage, les chercheurs se mettent immédiatement au travail et créent dans la ville du Caire un institut qui devient le quartier général de l'expédition scientifique. Ils sillonnent le pays, explorent les tombeaux, escaladent les monuments, étudient, font des esquisses et peignent tout ce qu'ils voient. Ils glanent des informations d'une richesse incroyable. Napoléon exige d'être informé en permanence. Il veut apprendre immédiatement les réponses qu'il pourrait trouver aux mystères qui l'intriguent. Tandis que les Français sont occupés à conquérir le pays et ses trésors, l'Angleterre ne reste pas inactive. La flotte britannique attaque. Elle détruit les bateaux français et commence un siège qui durera 2 ans. Napoléon lui-même échappe de peu au blocus et regagne la France. Ses espoirs de gouverner le monde sont brisés. Tandis que son armée abandonnée essaie tout simplement de rester en vie, les scientifiques et les chercheurs sont en train de donner naissance à l'égyptologie moderne. Se hâtant contre l'inévitable défaite que vont leur infliger les Britanniques, ils intensifient leurs efforts pour copier et analyser le plus d'éléments possible. Ils veulent élucider les mystères de l'Égypte antique. Assez ironiquement, ce n'est ni un chercheur, ni un savant qui fait la découverte la plus importante de toutes, mais un soldat. À la mi-juillet 1799, le siège se poursuit et les Français continuent à tenir leur position. Sur les bords du Nil, là où ils se jettent dans la Méditerranée, se trouve une ville appelée Rosette, ou Rachid en arabe. Pour reconstruire le vieux fort arabe de la ville, des hommes, sous le commandement du lieutenant Pierre-François-Xavier Bouchard, commencent à s'attaquer aux murs. Il était courant à l'époque de prendre des matériaux dans les anciens temples pour construire de nouveaux édifices. Parmi les éléments de ces murs, ils trouvent une grande table de pierre que personne n'avait remarquée depuis les pharaons. C'est en démolissant un mur du fort que les soldats tombent sur la tablette. Immédiatement, ils remarquent sa particularité et devinent son intérêt potentiel. Les inscriptions sont gravées dans la pierre encore poussiéreuse selon 3 types d'écriture: grecque, égyptienne courante qu'on appelle démotique et hiéroglyphe. La pierre a été comme une découverte magique. Cela a été un coup de chance extraordinaire. Quelqu'un avec une certaine connaissance et une certaine curiosité ne pouvait que dire devant cette pierre « Waouh, qu'est-ce qu'on a trouvé ?» C'est sûrement important pour la compréhension des hiéroglyphes. Alors qu'un officier peu informé aurait pu penser « C'est juste une vieille pierre, prenez-la pour construire le fort ». On a souvent dit que c'était une chance que l'officier qui l'a trouvé ait été français et non pas britannique, car ils étaient peut-être un peu plus forts intellectuellement. La pierre de Rosette mesure 112 cm de hauteur pour 76 cm de largeur et environ 28 cm d'épaisseur. Elle pèse près de 75 kg. Le général français Jacques Menou donne l'ordre qu'on l'envoie à l'Institut du Caire pour y traduire l'inscription grecque. Que dit-elle? Le grec va-t-il permettre de traduire les hiéroglyphes? La découverte fait tout de suite sensation. Les chercheurs traduisent très vite le texte grec. Il s'agit d'un décret en l'honneur du pharaon grec Ptolémée V pour son premier anniversaire. En échange de services qu'il avait rendus à l'Égypte, des plaques semblables devaient être placées dans les temples dans tout le pays. On sait que les Grecs ont gouverné l'Égypte à partir de 300 avant Jésus-Christ
jusqu'à quelques décennies avant la naissance du Christ. Comment cette tablette a-t-elle pu rester là pendant environ 2000 ans? D'autres existent-elles? Le contenu semble peu important jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière ligne. Le décret est inscrit sur la pierre en caractères grecs, égyptiens sacrés et courants. Et les trois textes devraient dire la même chose. La nouvelle se répand très vite en Europe. La pierre présente un grand intérêt pour l'étude des caractères hiéroglyphiques. Peut-être va-t-elle même nous donner enfin la clé. Courrier de l'Égypte, août 1799. La pierre de Rosette ne va pas rester longtemps aux mains des Français. L'étau des Britanniques se resserre et les Français sont forcés de se rendre. Mais un général parvient à cacher la pierre pour empêcher l'ennemi de s'en emparer. Cependant, au cours des négociations, les Britanniques la réclament. Pensent-ils que les hiéroglyphes pourraient leur révéler des secrets militaires? La pierre va-t-elle mettre un terme au long silence de l'Égypte antique? Ces 2 ans de campagne en Égypte ont été un désastre total pour Napoléon. Plus de 9000 hommes sont morts et la flotte française a été anéantie par les Britanniques. Les rescapés ont été pris au piège, assiégés par la flotte britannique sur la côte méditerranéenne. Mais d'un point de vue scientifique et culturel, l'expédition en Égypte est d'une importance capitale et pour longtemps. Elle marque la naissance de l'archéologie moderne. Les hommes ont toujours été à la recherche de leur passé. Et avec la découverte de la pierre de Rosette, ils ont l'impression que les grands secrets de l'Égypte vont enfin leur être révélés. La porte va bientôt s'ouvrir sur ce paysage muet de magie et de mystère. Le déchiffrage des hiéroglyphes est attentivement surveillé par les militaires. Les officiers français en Égypte sont très informés sur la puissance et la gloire des anciens Égyptiens. Et ils en ont sous les yeux la preuve irréfutable. Les pyramides et les temples ont de toute évidence été construits par une grande civilisation, déjà très avancée. Si la pierre de Rosette permet de comprendre sa langue, on pourra ressusciter la splendeur de l'Égypte antique. Et cela, grâce à la France. Quel temps faudra-t-il aux chercheurs français pour comprendre les inscriptions gravées dans la pierre et lire les hiéroglyphes? Parviendront-ils à casser le code avant la reddition? À l'Institut, sous le commandement des militaires, les chercheurs se hâtent de terminer le déchiffrage. La pierre comporte 3 textes, chacun dans une écriture différente. De bas en haut, il y a les hiéroglyphes, le démotique et le grec. La partie grecque indique que la tablette rapporte les mêmes informations dans chacune des langues. Mais bien sûr, personne n'est capable de parler ou de lire une langue égyptienne datant de 2000 ans. Les Français n'ont aucune idée de ce que représentent les inscriptions égyptiennes. S'agit-il de signes phonétiques, comme dans un alphabet, ou de pictogrammes, comme en chinois? Il faut partir de zéro, sans aucune clé. Il y a encore un autre obstacle. La pierre est cassée en haut et sur les côtés. La partie la plus endommagée est en haut, celle des hiéroglyphes. Il ne reste plus que 14 lignes de texte. Au milieu, la partie démotique comporte 32 lignes, mais elle est cassée sur les côtés. Et la partie grecque fait 54 lignes. Les Français n'ont aucun moyen de savoir quelles inscriptions égyptiennes correspondent aux mots grecs. Et le temps joue contre eux. En août 1801, 2 ans après la découverte de la pierre de Rosette, l'Angleterre met fin au siège en attaquant les Français et en les forçant à abandonner l'Égypte. Dans le traité qui signe leur retrait, les officiers français sont autorisés à garder leurs affaires personnelles. Mais l'Institut du Caire doit livrer toutes ses découvertes. Les chercheurs sont furieux. De quel droit les officiers britanniques vont-ils emporter l'héritage du passé? L'Égypte n'appartient-elle pas à l'humanité entière? Que va-t-il advenir de ces trésors sans prix? Quand les Anglais ont obtenu la reddition des Français à Alexandrie,
Il connaissait l'existence de la pierre de Rosette. Elle était plus célèbre en France qu'en Grande-Bretagne, mais elle était considérée comme un trophée de guerre et le fruit de la victoire britannique. Les Français étaient très réticents et ne voulaient pas laisser partir la pierre et l'ont cachée, prétendant qu'ils ne l'avaient pas. Vous nous prenez nos collections, nos dessins, nos copies de hiéroglyphes. Mais qui vous en donnera la clé? Sans nous, ce matériau restera lettre morte. Ni vous, ni vos savants ne le comprennent. Nous détruirons ce qui nous appartient plus vite que les pyramides. Nous enfouirons tout cela dans le sable ou le jetterons à la mer. Vous rechercherez la notoriété, très bien. Vous pouvez compter sur la mémoire de l'histoire. Vous avez déjà brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, un membre de l'Institut du Caire en 1801. Le général Jacques Menou, qui commande l'armée après le retour de Napoléon en France, tente de garder la pierre de Rosette. Après la défaite, il essaie de lui faire quitter l'Égypte en cachette. Il l'enroule dans ses vêtements et la dissimule parmi ses effets personnels. S'il est découvert, Menou a l'intention d'affirmer qu'il s'agit d'un bien personnel, ce qui lui éviterait d'être accusé de trahison. L'armée britannique sait que les Français vont tenter de faire sortir la pierre de Rosette du pays. Ils font venir William Hamilton de Grèce en Égypte. C'est lui qui s'occupe des antiquités britanniques à travers le monde. En Grèce, il a réussi à acquérir les frises de marbre du Parthénon d'Athènes. Les Britanniques savent qu'il ne quittera pas l'Égypte sans en rapporter de nouveaux trésors pour son roi. Hamilton et l'armée britannique soupçonnent fortement Menou de cacher la pierre. Il se présente chez lui à Alexandrie. Le général proteste violemment et affirme son droit de garder cette pierre, mais les officiers britanniques insistent. Sous la menace d'un pistolet, Menou ne résiste plus. Plutôt que de détruire la pierre, il reconnaît la puissance des Anglais et leur droit de remporter ce trophée de grande valeur. William Hamilton confirme l'authenticité de la pierre et l'armée anglaise en prend possession. La pierre de Rosette est immédiatement expédiée en Angleterre, où elle arrive en février 1802. La Grande-Bretagne possède maintenant la clé du mystère égyptien, mais les Français en ont fait des copies. Une course contre la montre s'engage pour déchiffrer les mystérieuses inscriptions. La gloire attend l'homme qui va trouver la clé de la puissance et des richesses de l'Égypte. Sous l'œil du monde entier, les plus grands savants se battent pour être celui-là. Des amis deviennent rivaux. Qui étaient les hommes qui ont essayé et n'ont pas réussi à déchiffrer le code? La pierre de Rosette livrera-t-elle son secret? Tandis que l'Égypte antique est redécouverte par les Français et les Anglais, d'autres événements importants se déroulent dans le reste du monde. Les États-Unis font plus que doubler leur superficie en signant le traité de cession de la Louisiane en 1803. Les capitaines Lewis et Clark vont bientôt conduire une expédition de 2 ans à travers ce pays qui ne figure encore sur aucune carte. Thomas Elgin captive l'imagination du public en s'emparant des sculptures du Parthénon et en les ramenant par bateau jusqu'en Angleterre. En Chine, après 4000 ans de domination, l'ère des dynasties va s'éteindre avec la fin de la dynastie mandchoue. Au début du XIXe siècle, les récits sur les parties du monde nouvellement explorées stupéfient l'Europe et l'Amérique. Aucune découverte ne paraît incroyable. Tout semble possible. Quand arrivent les nouvelles rapportant la richesse des merveilles d'Égypte, la fascination pour tout ce qui est égyptien est à son comble. On sentait que les hiéroglyphes contenaient des secrets sur les dieux, l'univers, l'astronomie, des choses ignorées des gens ordinaires. Dès le début, il y a eu une curiosité, parce que les choses étaient tellement flagrantes et imagées, et surtout, elles étaient associées au temple, à la religion. On avait le sentiment que les hiéroglyphes devaient renfermer des mystères, qu'ils n'étaient pas une simple écriture, qu'on était devant une civilisation qui, si on en perçait le mystère, nous dirait des choses auxquelles personne n'avait jamais pensé.
À présent, l'attention se porte sur le déchiffrage de la pierre de Rosette qui détient la clé de la langue égyptienne. Dès son arrivée à Londres, en 1802, des copies des inscriptions commencent à se répandre dans toutes les universités d'Europe. Les questions affluent devant la plus grande énigme de l'époque. La réponse que la pierre va apporter risque-t-elle de changer les idées sur la religion, la science, l'histoire? Que vont devenir les croyances fondées sur la Bible? Va-t-on découvrir des médecines et des techniques magiques? Comment une civilisation aussi avancée a-t-elle pu disparaître? Les linguistes commencent à étudier la relation entre les trois textes, mais aucun modèle ne s'impose. La pierre brisée semble résister à toutes les tentatives de croiser les mots et les phrases. On ne parvient à identifier parmi les hiéroglyphes aucun mot ni aucune phrase. Comment les chercheurs vont-ils réussir l'impossible? Comment faire un premier pas? Désespérés par leurs échecs, les érudits vont chercher de l'aide vers ceux qui les ont précédés. Le premier ouvrage sur la langue égyptienne est un livre grec de Horapollon, qui était, dit-on, un prêtre égyptien. Son livre, Hieroglyphica, écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ, traite de l'utilisation et du sens des hiéroglyphes. Horapollon parle de 189 signes différents, dont il donne une description détaillée et également l'explication mythologique. Cependant, en même temps qu'il expose les spécificités de chaque signe, Horapollon ne les associe jamais pour former des phrases ou des paragraphes. Si son approche est exacte, son travail contient aussi beaucoup d'erreurs. Horapollon nous dit des choses vraies, mais en déduit des inexactitudes. Il centre son travail sur les hiéroglyphes égyptiens. Le mot qui signifie mère montre un vautour, nous dit-il, ce qui est juste. Mais ensuite, il explique que dans la nature, il n'existe pas de vautour mâle, que tous les vautours sont des femelles. C'est très étrange. Alors on a commencé à observer la nature et on s'est aperçu qu'il y avait des vautours mâles et femelles. Et Horapollon s'est retrouvé discrédité. Il affirmait donc une vérité faussée par tout un verbiage mystique qui l'entourait. Les chercheurs, brûlants de déchiffrer la pierre de Rosette, consultent aussi les écrits du Moyen-Âge et de la Renaissance. En Europe, à cette époque, sous l'influence de la religion, on pense que les hiéroglyphes détiennent des réponses aux mystères de la Bible. Les gens commencent à interpréter l'Égypte ancienne à partir de la Bible. En regardant les pyramides, ils se disent « ce ne sont pas de simples tombes pour des rois ordinaires ». Ce sont certainement les greniers à blé dont Joseph parle dans la Bible, où il collecte le blé pendant les 7 bonnes années pour se préparer aux 7 années de famine qui vont suivre. Ils perçoivent qu'il y a un mystère, mais l'interprètent toujours à travers un épisode de la Bible. Les chercheurs revisitent aussi le travail d'un professeur de mathématiques allemand, Athanasius Kircher. Au milieu du XVIIe siècle, il était considéré comme l'autorité en matière de hiéroglyphes. Pour lui, comme pour Horapollon, chaque hiéroglyphe représente une idée ou un concept. Mais contrairement à l'érudit grec, il va les combiner en mots et en phrases. Mais Kircher s'adonne à des traductions imaginaires. Son décryptage très fantaisiste amène même le pape à croire qu'il serait capable de lire la langue égyptienne. Un siècle plus tard, quand Napoléon débarque en Égypte, les études de Kircher sont encore tenues pour très sérieuses. Les premiers chercheurs qui tentent de déchiffrer la pierre de Rosette se rendent compte que, par le passé, on considérait les hiéroglyphes comme des pictogrammes semblables au caractère des écritures orientales, chacun représentant un mot ou une idée. Or, il est nécessaire d'abandonner cette théorie pour accéder au secret de la pierre de Rosette. En 1802, Sylvestre de Sacy en France et Johann Åkerblad en Suède sont les premiers à rejeter ces vieilles croyances et à tenter une nouvelle approche. Ils ont observé les hiéroglyphes égyptiens et ils se sont dit que d'autres civilisations écrivaient de façon parfaitement normale. Alors, pourquoi fallait-il que les Égyptiens soient différents? Ils ont examiné d'autres documents
Pas uniquement les inscriptions sur les temples ou les obélisques, mais les papyrus par exemple. Et ils ont dit, regardez, les Égyptiens écrivaient chaque jour des lettres parfaitement banales. Après tout, leur système d'écriture est peut-être parfaitement rationnel. De Sacy et Akerblad posent une hypothèse. Le démotique utiliserait le système d'écriture occidental. Ils prennent un certain nombre de mots grecs récurrents, parmi lesquels les pronoms « il » et « sont », et le mot « grec ». Puis ils cherchent dans le texte démotique des mots qui se répètent à certains endroits précis. Enfin, ils vérifient les correspondances entre l'apparition de ces mots en grec et en démotique. Ces pionniers ont commencé à montrer que le texte n'était pas uniquement symbolique, que certains signes correspondaient à des lettres séparées. Il devenait impossible de regarder ces inscriptions comme un texte ésotérique. Malgré ses premiers pas prometteurs dans la traduction du texte démotique, De Sacy et Akerblad abandonnent sans avoir réussi à trouver le code des hiéroglyphes. 3 ans après la découverte de la pierre de Rosette, il semble bien que l'entreprise est plus complexe qu'on ne l'avait cru au départ. Les plus grands esprits d'Europe commencent à penser que les mystères de l'Égypte ne seront jamais percés. « 10 ans se passent après les essais de Sacy et Akerblad sans sérieuses avancées. La fascination du public vis-à-vis de l'ancienne Égypte continue à grandir. La pierre de Rosette ne tombe nullement dans l'oubli. Pour ceux qui voudraient tenter l'aventure, l'échec des 2 savants est un précédent intimidant. Ceux qui voulaient déchiffrer la pierre sentaient que si l'enjeu était important, le risque l'était aussi. On pouvait finir couvert de gloire ou bien aussi complètement fou. Les chercheurs sont prudents par tempérament. Il faut un type de personnalité particulier pour se dire « Tant pis si je deviens fou, je tente le coup ». La compétition va atteindre son comble. Un professeur anglais réputé rivalise avec un jeune chercheur français pour trouver la clé de l'énigme. Le savant britannique va décider de passer ses vacances à décoder la pierre de Rosette. Comment va-t-il être le premier à lire les hiéroglyphes? Nous allons découvrir la légende qui entoure une prédiction selon laquelle un petit provincial sera celui qui jettera la lumière sur le passé. On découvre sans cesse des tombes et des temples couverts de hiéroglyphes, mais personne n'est capable de lire les secrets de l'ancienne Égypte. Cette langue magique semble destinée à rester ignorée à jamais. On va fêter le 15e anniversaire de la découverte de la pierre de Rosette, mais le déchiffrage n'a pas avancé. Les échecs semblent avoir conduit les chercheurs à renoncer. Pourtant, 2 hommes vont bientôt faire un grand pas en avant, et chacun affirmera être le premier. Au cours de l'été 1814, un linguiste et physicien londonien de 41 ans rapporte une copie de la pierre de Rosette dans sa maison de campagne. Il décide de passer ses vacances à se casser la tête sur cette énigme. Cette fois, la pierre va commencer à parler. Thomas Young était un des hommes les plus remarquables que l'Angleterre ait jamais produit. La liste de ses succès est proprement stupéfiante. Il travaillait dans le domaine de la lumière et certaines de ses découvertes sont à l'origine de certains aspects de la physique moderne. Il s'est intéressé à l'œil humain, à la façon dont on perçoit les couleurs. Ses théories fondent aussi l'optique moderne. Cet homme était sans doute celui qui a résolu le plus grand nombre d'énigmes qu'ait connu l'Angleterre. Young estime que le mysticisme qui entoure l'Égypte ancienne n'a aucun sens. Il ne pense pas découvrir les secrets de l'univers. Ce qui l'attire dans la pierre de Rosette, c'est ce problème non résolu qu'il veut tenter de déchiffrer.
Il commence par se concentrer sur les mots d'un point de vue graphique. Il localise, dans la partie grecque, les lignes qui comportent des mots apparaissant plus d'une fois. Ensuite, il tente de trouver, dans le texte démotique, les passages où des groupes de symboles se répètent le même nombre de fois. Avec ce système, Young parvient à identifier 86 traductions démotiques, parmi lesquelles les mots roi, Ptolémée et Égypte. Ce premier succès l'incite à poursuivre ses efforts, là où De Sacy et Akerblad se sont arrêtés. Il est depuis longtemps fasciné par les hiéroglyphes, surmontés d'ovales appelés cartouches, qui semblent placés à des endroits stratégiques dans les temples, les tombes et tout autour. Quelques égyptologues ont déjà émis l'hypothèse que ces cartouches pourraient indiquer le nom d'un pharaon ou d'un membre de la famille royale. Young reprend cette idée pour avancer une nouvelle théorie. Le cartouche de la pierre de Rosette contiendrait le nom de Ptolémée. Si la table est gravée en son honneur, on peut penser en effet que son nom est celui du cartouche de la section des hiéroglyphes. Ensuite, il émet l'hypothèse que Ptolémée étant un nom grec, les Égyptiens l'écrivaient phonétiquement. Si leur écriture est composée de pictogrammes, elle ne peut représenter les noms ou les mots étrangers. 4 ans plus tard, Young est parvenu à rapprocher les lettres grecques du nom de Ptolémée des hiéroglyphes de l'un des cartouches. En 1818, il est le premier à faire parler la pierre de Rosette. La section des hiéroglyphes a donné son premier mot, Ptolémée. Tandis que son succès est bientôt rendu public, de l'autre côté de la Manche, un homme est lui aussi obsédé par le déchiffrage de la pierre. Un homme que Young avait encouragé d'abord et qu'il regrettera plus tard d'avoir aidé. Le travail de Thomas Young était bien connu pas seulement en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays. Il avait envoyé des copies de son travail à différents chercheurs dans toute l'Europe et en particulier à Paris. Sylvestre de Sacy avait reçu des copies de son travail et un jour, il les montra à un jeune Français du nom de Jean-François Champollion. Le destin de Jean-François Champollion semble lié à la pierre de Rosette depuis sa naissance. La légende raconte comment sa mère, Alitée, avait reçu la visite d'un sorcier des mois avant la naissance de l'enfant. En regardant dans les yeux de cette femme malade, le sorcier avait vu le passé lié au futur. Il lui avait prédit qu'il lui naîtrait un fils qui ferait la lumière sur les siècles passés. Champollion est né en 1790 à Figeac, dans la famille d'un libraire. À 11 ans, alors qu'il suit l'école à Grenoble, les récits de l'expédition de Napoléon en Égypte captivent son imagination comme celle de tous les petits Français. Jacques-Joseph, le frère aîné du petit Jean-François, lui lit des articles sur la splendeur et les mystères de l'Égypte. Quand le jeune Champollion reçoit d'un cousin qui fait partie de l'expédition une copie de la pierre de Rosette, il se passionne pour elle. Il a maintenant un but, lire les hiéroglyphes, ce qui veut dire bien entendu déchiffrer la pierre. Durant toutes ses études, il n'a que ça en tête. Les langues deviennent pour lui une obsession qui le consume. Il se concentre sur les langues orientales et moyen-orientales, et en particulier le copte, une langue parlée par les chrétiens d'Égypte et écrite en caractères grecs. À 14 ans, Champollion travaillait énormément, non pas pour ses études, mais sur les hiéroglyphes égyptiens. Il en a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une petite dépression nerveuse. On l'envoie se reposer en convalescence et de là il écrit une lettre à son frère aîné où il lui dit « Je m'ennuie tellement, envoie-moi une grammaire chinoise ». Voilà le genre de personnalité obsessionnelle qui était celle de Champollion. Au début de ses études,
venus du temple de Philae. Ptolémée et Cléopâtre ayant des lettres communes, leurs hiéroglyphes devraient faire apparaître des signes similaires. Champollion examine ces deux noms dans l'écriture hiéroglyphique et se dégage le P, le L et le O. Il vient de prouver la véracité de la théorie de Young. Les noms étrangers sont éplés phonétiquement dans les hiéroglyphes. La porte de l'énigme s'est ouverte et le jeune chercheur va pouvoir la franchir. Champollion s'est rendu compte que Young avait raison. Il a montré comment les hiéroglyphes transcrivaient les noms des pharaons d'origine grecque. Mais ce n'était qu'une partie du problème. Peut-être cette façon d'écrire les noms étrangers n'était-elle utilisée qu'au cours des périodes les plus récentes. Qu'en était-il pour des périodes antérieures? Champollion examine alors la copie d'une inscription du grand temple de Karnak. Sur celle-ci, le nom d'un pharaon se répète à plusieurs reprises. Il comprend 3 signes. En haut, c'est le disque du soleil, et Champollion sait qu'en copte, il se prononce Ra. En bas, une lettre que Thomas Young a déjà identifiée, le S. Le S est doublé. Donc, maintenant nous avons un nom de pharaon commençant par Ra et finissant par 2 S. Pour le signe du milieu, c'est plus délicat. Personne ne l'a jamais déchiffré. Champollion revient alors à la pierre de Rosette. Quand ce signe y apparaît parmi les hiéroglyphes, le grec le traduit par l'idée de naissance. Champollion se souvient qu'en copte, donner la naissance se dit Mésé. Ça y est, il a le nom d'un pharaon commençant par Ra, puis continuant avec Mésé, et enfin s'achevant par 2 S. Champollion connaissait les noms des pharaons. Et il savait qu'était monté sur le trône d'Égypte le célèbre Ramsès. Il a compris tout d'un coup qu'il tenait la clé du mystère. Sa connaissance du copte, les travaux de Thomas Young et son immense savoir sur l'Égypte antique lui avaient permis de faire cette découverte capitale. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit « Je tiens l'affaire, je l'ai ». Young réagit de façon ambiguë. S'il est heureux de voir quelqu'un faire avancer ses recherches, il est en même temps furieux du manque de reconnaissance de Champollion. Et si le travail du jeune chercheur est remarquable, celui de Young, lui, est publié. Quand enfin les résultats de Champollion sont publiés, il devient la coqueluche du tout Paris. La France entière célèbre le Français qui a le premier déchiffré les hiéroglyphes, même si cette affirmation est controversée. Quant à lui, il poursuit son formidable travail avec une ténacité et une rapidité étonnantes. Il décide d'établir une liste complète de tous les pharaons avec les dates de leur règne. En 1824, Champollion constitue un alphabet hiéroglyphique formé de 23 signes. Pour cela, il utilise des copies d'inscriptions qu'on lui rapporte d'Égypte. Que se serait-il passé s'il avait fait le voyage en Égypte et observé les hiéroglyphes sur place? Aurait-il pu aussi bien les faire parler? Que lui aurait-il dit? La porte s'entr'ouvre sur l'histoire de l'Égypte. La pierre de Rosette est bien la clé qui va permettre de comprendre les hiéroglyphes. Mais que disent-ils? Quels secrets, quels mystères vont-ils révéler? La découverte de Jean-François Champollion lui apporte en France de nombreux éloges. Jusque-là, l'Académie française le considérait comme un fou, un obsédé. Il travaillait seul, à l'écart, sans vie mondaine. Tout d'un coup, il devient un héros national. Le gouvernement français lui demande de négocier l'achat de la collection de l'égyptologue britannique Henry Salt. Et en 1827, quand elle rejoint les collections du musée du Louvre, Champollion devient le premier conservateur du département des antiquités égyptiennes. Mais il voit plus loin. Il veut aller en Égypte. En 1828, avec l'aide du musée italien de Turin,
il organise une expédition sur le Nil. C'est le plus grand projet scientifique depuis Napoléon. C'est la première fois qu'il se retrouve face à des documents égyptiens. C'est une confrontation stupéfiante. Il court dans tous les sens, il déchiffre des cartouches. Son obsession à l'époque était de dater les monuments et d'établir la chronologie des pharaons. L'étude de l'histoire égyptienne n'avait pas de véritable base de travail qui aurait pu servir pour étudier les monuments. Le voyage de Champollion permet d'établir sans doute possible l'efficacité de sa méthode. Il peut lire les hiéroglyphes qui ornent les murs des temples. Son travail est maintenant reconnu. Il a fondé seul l'égyptologie. Ce vaste pays a quitté le silence où il était plongé et nous parle depuis son glorieux passé. La légende avait transmis les noms de pharaons comme Ramsès et Thoutmosis. Maintenant, on peut identifier leur visage. On sait maintenant quand ils ont régné et dans quel temple ils priaient. De retour à Paris, Champollion poursuit son travail. Il dispose d'assez d'éléments pour écrire une histoire complète de l'Égypte. Malheureusement, il n'en aura pas le temps. Il meurt le 4 mars 1832. Champollion n'a jamais douté de ses capacités, ni de son succès. Il est mort à 42 ans seulement, mais à la fin de sa vie, on avait compris ce qu'il avait fait. Et la France a créé pour lui une chaire d'égyptologie, la première au monde. Il est mort en sachant que ses efforts étaient reconnus. Mais une grande partie de son travail restait à l'état de notes. Alors, son frère aîné les a rassemblés et publiés en sa mémoire. Champollion s'était concentré sur l'histoire des pharaons. D'autres chercheurs commencent à utiliser les outils qu'il a forgés pour étudier les écritures démotiques et hiéroglyphiques. Les inscriptions sur les murs et sur les papyrus sont innombrables. Peu à peu, va remonter à la surface l'histoire politique, sociale, économique de l'Égypte ancienne. Mais ce sont les écrits de la vie quotidienne qui vont permettre d'en apprendre davantage sur nous-mêmes. Au fur et à mesure, il devient clair que les Égyptiens étaient comme nous. Ils écrivaient à leurs banquiers, aux collecteurs des impôts. Ils tenaient des correspondances sur tous les sujets de la vie courante. Ils avaient une littérature, comme nous. La pierre de Rosette a ramené à la vie l'histoire de l'Égypte antique et par là même de l'humanité. Il y a bientôt 2 siècles que son mystère a été percé, et pourtant nous n'en sommes qu'à gratter la surface de tous les secrets enfouis dans les sables de l'Égypte. Des trésors spectaculaires trouvés dans la tombe de Toutankhamon en 1922, jusqu'à la découverte de la tombe des fils de Ramsès le Grand en 1995, les chercheurs ne cessent de faire de nouvelles découvertes étonnantes. La pierre de Rosette marque un point de rupture avec la période où tout ce que nous savions sur nos origines venait de la Bible ou des écrits grecs et romains. À partir de sa découverte, nous avons pu étudier l'histoire ancienne et l'écouter nous parler. Elle a commencé à nous dire d'où nous venons, d'où viennent nos idées, quelles sont nos racines. La pierre de Rosette nous offre la possibilité de nous retrouver face à notre identité. Les efforts extraordinaires d'hommes comme Napoléon, Thomas Young et Jean-François Champollion ont permis de résoudre l'énigme de la pierre de Rosette. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre l'écriture des anciens Égyptiens et leurs secrets.